finalement, en fait, l'arrière-grand-oncle de Julien Doré. Lui qui dit ah non, je n'ai pas d'une famille d'artistes, hein, c'est totalement faux, parce que son arrière-grand-oncle était vraiment ce peintre. Ici, on arrive maintenant dans une peinture où finalement, au XIXe siècle, on va monter pour la première fois sur l'Everest, par exemple, il faut imaginer que jusqu'alors, la forêt, c'est quelque chose qui faisait peur à l'homme. Si on allait se promener dans la forêt, on risquait d'y perdre la vie ou au moins en fait se faire dépouiller. Donc du coup, quand les artistes voyageaient en Europe, ils avaient des espèces de guides du voyage, un peu comme le guide du routard aujourd'hui, donc ils avaient des chemins sûrs qu'ils pouvaient emprunter. Et au XIXe siècle, finalement, on a tout un sentiment où l'homme, il a le sentiment de dominer la nature et il part à la conquête en fait, des espaces qui étaient sauvages pour lui jusqu'alors. Et ça donne naissance à toute une nouveauté en fait, dans la peinture de paysage, avec une peinture de paysage qui va progressivement en fait, revêtir toute une symbolique. C'est comme si la peinture nous mettait en garde. Déjà, on voit que l'artiste modifie le format paysage, qui est le format finalement horizontal, pour en faire détourner un format portrait pour en faire un paysage. Et donc nous, on regarde un paysage comme celui-ci, un paysage de montagne, nos yeux sont immédiatement attirés par la lumière du soleil. Alors, on voit bien l'artifice, qui est bien caché derrière la cime de l'arbre. Mais effectivement, on est attiré par la douceur de cette lumière et on aurait envie d'aller se promener dans ce paysage. Sauf que quand on arrive au premier plan, on voit que c'est un paysage qui est extrêmement sauvage, hostile pour l'homme, aucun chemin. L'homme n'a pas sa place ici, c'est la nature qui a tous ses droits. Et effectivement, on retrouve cette même écriture où on va justement tempérer un peu cette image de la nature éternelle, la nature en fait parfaite, idéale, on la tempère avec ces images de destruction, en fait, avec cet arbre qui est déraciné, on imagine la violence du choc, l'arbre qui a tapé contre ces rochers, qu'on imagine glissants, parce qu'il y a de la mousse, ils sont humides, et si on regarde la pente, effectivement, la pente, on aurait pu voir déjà au premier regard, en regardant la montagne, son caractère abrupt à l'arrière-plan, se révèle au premier plan. Donc c'est comme si finalement, grâce au paysage, le peintre commençait à mettre en garde le spectateur. Méfiez-vous des choses qui vous attirent, parce que une fois qu'on y est, finalement, la situation peut se révéler extrêmement dangereuse pour l'homme. En tout cas, au XIXe siècle, après les campagnes de Napoléon en Égypte, l'homme européen a le goût de l'aventure, il va partir en fait sur des terres un peu plus exotiques, je vous parlerai de Gauguin tout à l'heure, mais surtout en fait il va commencer à affronter en fait ses peurs, au même titre qu'avant le XVIIIe, on ne se baigne jamais dans la mer, on considère qu'il y a des monstres qui vivent dans l'eau, d'accord? Donc la forêt, la mer nous fait peur, et c'est au XIXe siècle que finalement l'homme européen commence à affronter ses peurs et à découvrir des zones du territoire qui juste alors restaient sauvages et hostiles pour lui. Donc tout ça est présent dans la peinture, et évidemment, en fait, ce sont des nouveaux sujets qui apparaissent dans la peinture, mais l'artiste détourne ce sujet pour mettre en garde son spectateur. On a un mouvement qui est totalement incroyable au XIXe siècle, on appelle le romantisme. Le romantisme, c'est une peinture de passion, de vérité, c'est un grand mouvement en fait, européen. Et ici, on part en Allemagne avec Caspar David Friedrich, voilà, le voyageur au-dessus de la mer de brume. Donc là aussi, on a cette idée maintenant, je vous disais tout à l'heure que l'homme part à la conquête de l'Everest, donc on a aussi cette idée où l'homme est sûr de lui-même, d'accord? Lui qui est la création la plus absolue de la nature, commence maintenant à dominer la nature, et effectivement, il monte en fait sur les sommets, voilà ce gentilhomme qui est présenté avec son manteau, sa canne, donc absolument pas du tout les vêtements adéquats pour faire une telle montée. Et voilà, effectivement, il y a aussi cette idée où là, progressivement, le fait d'avoir placé le personnage de dos permet à nous, spectateurs, de nous identifier à la scène, de se retrouver finalement dans le corps de ce personnage et être confronté finalement à cette vue. Et c'est grâce aussi à cette peinture romantique qu'on va commencer à tempérer ce sentiment en fait, qu'a l'homme de vouloir dominer et dompter absolument en fait, la nature. Parce qu'effectivement, il est arrivé au sommet, il a cette mer de brume devant lui, et à l'arrière-plan, un sommet encore plus haut à gravir. Et donc du coup, c'est comme ça aussi qu'on va progressivement, comme le faisait Sabri, inviter à la méditation et inviter aussi à réfléchir sur justement la vie de l'homme sur la Terre, dans cette nature, et justement, effectivement, il faut tempérer un tout petit peu cette vie humaine. Il a fait un autre tableau qui est très sombre, qui me permet quand même de vous montrer, qui est terrible en fait.
Voilà le moine au bord de la mer. Le moine a quasiment disparu. Il est écrasé en fait par ce ciel de tempête. Alors évidemment, cette mer noire, donc c'est comme si nous-mêmes nous nous retrouvons sous une falaise, on ressent des embruns, la mer qui arrive sur notre visage, et évidemment, nous sommes tout petits finalement face à cette immensité en fait d'eau, et effectivement, ça montre bien que l'homme, dans les conditions les plus fragiles, il ne tient à rien, et finalement, la nature aura toujours ses droits sur l'homme. Voilà une peinture qui va devenir de plus en plus émotionnelle, de plus en plus sentimentale. On va glisser une sentimentalité dedans. Et évidemment, le motif phare des artistes romantiques, c'est le ciel. Un beau ciel bleu va montrer voilà, l'homme de bonne humeur, et un ciel nuageux va dévoiler tous ses tourments. Un autre grand artiste anglais, romantique, qui est Turner. Turner, d'une part, en fait, c'est un artiste, Turner, c'est quelqu'un qui était absolument mécompris en fait, à son époque, comme tous les génies finalement. Il faut attendre 40-50 années pour révéler le génie en fait, qu'il était. Jusqu'à la fin de sa vie, il était rallié par les académiciens, il était rallié par la critique. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui se renferme de plus en plus. Mais c'est une peinture qui est totalement incroyable. Là, en 1844, il a occupé le premier tiers du 19e siècle. Là, c'est comme si tout ce paysage maintenant était fondu dans la couleur, dans la lumière. Effectivement, lui, c'est un homme moderne. Il fixe la grande modernité du 19e siècle, qui est le chemin de fer. Il faut imaginer qu'à cette époque-là, des voix s'élevaient en se disant le chemin de fer des natures, des paysages, cette nature parfaite, cette nature idéale. Et donc, effectivement, lui, c'est un partisan de la modernité. Ce qu'il voyait en fait dans le chemin de fer, et c'est ce qu'on peut ressentir ici, c'est la vitesse maintenant. Je rappelle juste que pour faire Nancy-Lunéville au XVIIIe siècle, à cheval, il fallait une journée de cheval pour rejoindre en fait ce qu'on fait aujourd'hui en 20 minutes, 20 minutes à tout casser en voiture. Donc voilà, ce qui lui, il peint finalement dans ce paysage, et c'est le paysage qui défile quand on est justement maintenant sur un transport qui révolutionne la vie des gens parce qu'on introduit la vitesse. Ce qui est totalement incroyable, c'est que début du XXe siècle, il va y avoir Kandinsky en 1911 qui va proclamer que la peinture c'est le théâtre de la couleur. Donc évidemment, on ouvre la porte à la peinture abstraite. Ce qui est assez incroyable, c'est que quasiment un siècle auparavant, Turner, en jouant avec ses pigments, en les frottant, en les effaçant, en est quasiment aux portes en fait, de l'abstraction de cette peinture. Voilà encore une fois le côté admiratif du personnage. Il fait un autre tableau. Voilà, il va pouvoir en fait voyager, il voyage en France. Et il va en fait sur les plages de Calais, on arrive à 1830. Et là aussi, on retrouve à la fois une palette de couleurs très épurée. Évidemment, on est en train de ramasser en fait tout un coquillage. Et évidemment, là, on retrouve ce voyage qui est immédiatement happé par ce soleil couchant à l'arrière-plan. Mais là aussi, les formes sont quasiment dissoutes dans la couleur et dans la lumière. Évidemment, un grand peintre a bien vu ce tableau. Ce peintre s'est nommé et il va présenter Impression soleil levant. Et donc effectivement, à ce moment-là, on est dans ce temps où on a inventé le tube de peinture, qui va réussir la peinture, parce que toutes les peintures que j'ai pu vous montrer jusqu'alors, elles sont faites dans l'atelier. Et progressivement, au 19e, il existe des marchands chez qui on peut acheter des toiles collants qui sont tirées sur des châssis en bois, de petits formats. L'artiste va en prendre 3-4 sous bras, il apporte cette tube de peinture, il met tout ça dans sa besace, et le voilà maintenant qu'il commence à peindre à l'extérieur. Et évidemment, dehors, le soleil bouge, la lumière change. Il faut que le pinceau aille de plus en plus vite parce qu'il essaie de capter les variations de lumière. Et après, il joue évidemment aussi avec les reflets dans l'eau. Donc là, on voit bien que le geste maintenant va de plus en plus vite. Et c'est effectivement ce tableau que Monet va tenter de présenter au salon. Au salon du 19e, c'est le seul lieu d'exposition. Et il sera refusé au salon. Il sera refusé au salon des indépendants. Il sera refusé au salon des refusés. Il est refusé partout. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'il va exposer son tableau avec ses autres amis impressionnistes chez un ami photographe, Félix Nadar, boulevard des Capucines, à Paris. C'est comme ça que va avoir lieu, 2 ans après la lecture de ce tableau-là, en 1874, la première grande exposition impressionniste chez Félix Nadar. Ça n'a l'air de rien, mais à partir de là, finalement, on va commencer à voir des collectionneurs, des gens extrêmement fortunés qui vont mettre leur nom en avant pour justement mettre en lumière cette nouvelle peinture qu'on va commencer à qualifier de peinture moderne. Et donc, du coup, le geste va de plus en plus vite, les choses ne sont plus que suggérées, on quitte le réalisme, parce que maintenant la photographie est là, la peinture n'est plus là pour fixer des personnes, de faire des portraits, c'est le rôle de la photographie, et
elle n'est plus non plus là pour fixer des paysages, c'est la photographie qui va témoigner de tout ça. La peinture va pouvoir se libérer, exister en tant que forme et couleur. Mais les peintres ne vont jamais délaisser le paysage. Les trois grands de la fin 19e, c'est Cézanne, Van Gogh et Gauguin. Les trois vont s'attaquer justement au paysage. Les trois ont une très haute considération de leur propre génie. Et ils veulent affirmer leur génie par une nouvelle peinture, une nouvelle manière de faire la peinture. Et c'est justement dans la peinture de paysage, ce genre qui apparaît tardivement, qui n'apparaît que le XVIIe, qu'ils vont justement insuffler leur révolution. C'est ça qui est extrêmement connu pour avoir peint en fait, la montagne Sainte-Victoire. Et avec ces trois artistes-là, il faut imaginer que jusqu'alors le peintre répond à une commande, alors qu'avec ces trois modernes, Cézanne, Van Gogh et Gauguin, ce sont des gens en fait, qui vont commencer à peindre pour eux-mêmes, peu importe s'ils vendent ou non en fait, leurs œuvres d'art, ce qui est totalement différent de toutes les peintures anciennes, parce que jusqu'alors, le peintre n'était pas forcément issu d'une famille en fait, bourgeoise, c'était le cas de Claude Gelée, d'accord, et grâce aux expositions au salon, ça lui permettait de vendre en fait, des œuvres d'abord à l'État et ensuite d'avoir en fait, connaissance de nouveaux clients, cette grande bourgeoisie marchande. Donc du coup, Cézanne, c'est quelqu'un qui va progressivement simplifier les traits de sa peinture. Et il va introduire des formes géométriques dans ses paysages. Il fait quasiment en fait, 70 fois le même sujet. De la montagne Sainte-Victoire. Évidemment, c'est quelqu'un qui n'a plus aucun souci matériel. Son papa, en fait, avait fondé une banque à Aix, il a d'ailleurs travaillé comme banquier, il était tout fait pour les affaires. Et donc, du coup, il n'a plus aucun souci matériel, ce qui lui permet aussi de se consacrer pleinement à sa peinture et de mener ses expérimentations, ses recherches. Voilà le même montagne de Sainte-Victoire qui, progressivement, en fait, on voit bien qu'il est pur, il garde en fait les lignes directrices et qu'il remplace en fait les formes qu'il voit par des taches de couleurs qui sont en fait tantôt verticales, tantôt horizontales, tantôt obliques. Et ce qui est intéressant, c'est que après la mort de Cézanne, il va y avoir une grande rétrospective qui va être organisée à Paris, et justement deux jeunes artistes, Picasso et Braque, vont voir cette rétrospective, ils vont voir des tableaux comme ça, et c'est comme ça qu'ils vont fonder le cubisme par la suite. L'autre ténor, c'est Van Gogh, j'ai bientôt fini. Van Gogh considère que l'observation de la nature est fondamentale. Et Van Gogh, lui aussi, c'est un autodidacte, d'accord? Il est aussi issu d'une grande famille, en fait, son père était pasteur, mais son oncle était directeur d'une firme d'art internationale. Et son frère, Théo, a travaillé dans cette firme, lui aussi, dans un premier temps, travaille dans cette firme, mais finalement, très rapidement, en fait, il va s'en écarter, il va vivre extrêmement reclus. Là, aujourd'hui, on pourrait dire que Van Gogh était atteint de schizophrénie, il se tire une balle, il se suicide, en fait, en décembre 1890, il entendait des voix, il essaie de se faire soigner en étant, en fait, interné, et c'est quelqu'un qui restera, malgré, en fait, les attaques, les dépressions, en fait, les troubles psychologiques, quelqu'un qui va peindre, en fait, sans cesse la nature, en fait, ses paysages. Et quand il regarde les paysages, il a aussi cette conception, en fait, un peu comme l'avait Claude Gelée, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec un paysage de Claude Gelée, en fait, un tableau comme ça, mais il avait cette idée que la nature était éternelle et solide. Et c'est pour ça qu'il va solidement fixer une morceau de nature, ces montagnes, avec un grand cercle noir dans ces paysages. Mais quand il est à l'extérieur, il faut imaginer qu'il va partir, il sera en Provence, et évidemment, en fait, le vent souffle très fort, et quand il est dehors, le vent n'arrête pas de souffler, de balayer, en fait, les morceaux de nature, les branches, les petites fleurs, les herbes, et c'est pour ça qu'il introduit ces lignes dynamiques. C'est comme si, d'une part, la montagne, la colline était très solide, ancrée dans la terre, dans ce paysage, mais tous les éléments de ce paysage n'arrêtaient pas d'être soufflés, balayés par le vent. Et là, évidemment, c'est une peinture, quand on la regarde, qui commence à être très épaisse, il y a la matière sur la toile, et évidemment, ça vient de la peinture impressionniste. Une fois qu'on a commencé à peindre rapidement, l'artiste n'avait plus le temps de glisser ses couleurs, et apparaît dans le premier tableau impressionniste du relief, de la matière sur la toile. Une fois que ça a été réalisé par les impressionnistes, évidemment, ce sont des choses qui sont reprises par les générations postérieures. Donc là, on a un empattement, on a ce qu'on appelle une matérialité, qui est la matière en fait sur la toile. Et effectivement, cette matière donne l'impression que tout vibre dans ce tableau, et parce que le vent n'arrête pas en fait de souffler, de balayer les choses. Je
vous parlais tout à l'heure des arbres qui composaient en fait les tableaux. Donc, généralement, ils étaient sur un point de la toile pour structurer le tableau et inviter notre regard à se promener, à s'échapper par la suite dans la peinture. Là, on voit bien comment est-ce qu'il détourne un peu les choses. L'arbre apparaît au premier plan. Et évidemment, ces emplacements maintenant vont devenir de plus en plus importants. Et là où il n'est pas un impressionniste baigné par petites taches, lui, il va développer un peu son trait, en faisant des grandes traînées comme ça, assez larges. Et c'est très poétique parce que finalement, on pourrait se dire est-ce que c'est une route, est-ce que c'est un fleuve, en fait, une rivière. On a l'impression que tout déballe, tout sort en fait, du tableau. Donc c'est une image qui est quand même figée, mais grâce au geste de l'artiste, au dynamisme de son coup de pinceau, on a l'impression que toute la scène est vivante. Et c'est très étrange comme élément, parce que d'un côté, on a l'impression d'être dans le sud de la France à 14h quand il y a un soleil en fait, qui est extrêmement puissant, et d'un autre côté, on a l'impression que c'est la nuit qui est là aussi. Et finalement, on voit bien à quel point, à la fin du 19e, on va mettre en doute notre perception. La grande question, c'est est-ce que nous voyons véritablement tous la même chose? Et à partir de là, comme la peinture devait être que la représentation du monde réel, du monde visible, et finalement, à partir de là, chacun de nous va avoir son propre regard et on arrivera à une phrase fantastique des surréalistes qui diront une œuvre d'art, c'est une discussion entre l'imaginaire du peintre et l'imaginaire du spectateur. Une œuvre d'art, c'est une discussion entre deux imaginaires, celui du peintre et celui du spectateur. Je pense que c'est Gauguin, le troisième. Et donc, effectivement, Gauguin, lui, en fait, c'est quelqu'un qui, là aussi, très haute considération de son propre génie, qui veut renouveler la peinture, et il considère que pour changer la peinture, il faut aller vers quelque chose en fait, de sauvage, de primitif. Et c'est comme ça en fait, qu'il va partir à Tahiti. Alors il va revenir à Paris, il sera rallié par la critique, et il va ensuite prendre la décision de quitter définitivement la métropole. Il retournera en fait, à Tahiti, et ensuite il va décéder aux îles Marquises. Ici, il va toujours peindre une vision assez hélénique, où l'homme vit en harmonie avec la nature, avec les animaux, avec évidemment maintenant une palette de couleurs très chaudes, des couleurs très vives pour marquer en fait ces nouveaux paysages. En 1891, maintenant la révolution industrielle s'est passée en France, elle s'est achevée en 1850 et dans les dernières années 1800, on rentre maintenant dans une France mécanique industrielle, les villes se développent, on voit apparaître énormément d'usines qui deviennent cheminées, fumées, pollution, donc les villes maintenant elles sont polluées, elles sont bruyantes, elles sont peuplées, et à partir de 1904, les premières voitures commencent à faire leur apparition. Évidemment, on n'est pas encore à ce moment-là, mais on arrive dans ce monde en fait pollué, gourmand et peuplé, et évidemment la peinture de Van Gogh, c'est la peinture de Gauguin, pardon, c'est une peinture qui justement nous invite aussi à une réflexion sur notre vie dans la nature, dans ces paysages, avec une mise en avant, ce côté très sédénique où l'homme vit encore en harmonie comme ça avec la nature et les animaux. On est sur des palettes de couleurs qui sont très violentes, et évidemment, ces palettes de couleurs, elles vont être reprises par des artistes qu'on appelle des fauves, Matisse, le Salon d'automne, en 1905, la couleur explose sur le tableau, et cette vision hélénique, on la retrouve, le bonheur de vivre ensemble. Alors évidemment, à ce moment-là, on a quitté le réalisme dans les corps. Ces corps sont juste dessinés par des petits arabesques, des petites lignes qui font la silhouette de ces personnages. Et après, évidemment, ce sont des corps nus qui vivent comme ça en harmonie avec la nature, et les arbres sont toujours présents, ils structurent toujours le tableau. Sur le point gauche, des petits troncs qui permettent à notre œil de s'échapper à l'arrière-plan. On retrouve encore, non plus maintenant en fait avec beaucoup de subtilité, mais un bel appât bleu pour faire encore un clin d'œil à Léonard de Vinci. Et ces petites arabesques qui dessinent les silhouettes des corps sont reprises par les arbres et leurs branches. C'est comme si finalement l'homme et la nature ne faisaient qu'un. Encore une fois, comme ça, on ne peut plus observer dans une continuité où la couleur commence à devenir de plus en plus importante sur le tableau. En 1905, 1906, c'est en 1911 que Kandinsky dit que la peinture, c'est le théâtre de la couleur. Quand on s'approche à cette grande révolution, on arrive dans la forme abstraite, très colorée, mais finalement, ici, on est vraiment aussi dans cette idée où maintenant le monde est pollué, bruyant, peuplé, et donc du coup, il faut revenir aussi à une autre évocation de la nature. Les autres artistes qui s'inscrivent parfaitement dans ce mouvement de pensée, pour citer un exemple local, c'est les artistes de l'école Nancy, Yannick Majorel, de Roux, etc. De Rhin. Et puis effectivement, progressivement maintenant, la peinture s'émancipe. L'artiste est libre de peindre son tableau comme il le veut, s'il utilise du violet pour faire des arbres, etc. Il le fait. Et finalement, ici, dans une peinture comme ça, c'est comme si l'artiste nous exprimait non pas tant sa vision, les choses qu'il voit, mais les choses qu'il ressent. Et
lui, sur le pont sur le Lyon, il faut imaginer en fait qu'il fait tellement chaud dans ce paysage, c'est un paysage caniculaire, en tout cas une chaleur caniculaire, que l'artiste est écrasé par la chaleur et il n'a qu'une seule hâte, c'est de quitter en fait ce paysage pour aller se réfugier à l'ombre, mais en tout cas, il nous laisse la trace de son sentiment, la sensation qu'il peut avoir quand il regarde ce paysage, un paysage en fait qui est extrêmement chaud. Et quand on regarde bien, on voit encore le premier plan, le deuxième plan, l'arrière-plan, on a l'impression que tout est à plat. Effectivement, maintenant, progressivement, ces trois règles qu'on a inventées à la Renaissance, perspective, closure, modelée, commencent à voler en éclats. Mais il reste toujours les éléments traditionnels du paysage, les arbres qui structurent, ou encore les chemins qui sont une invitation à aller se promener dans la nature. Et je terminerai avec ce tableau de Braque, qui effectivement, comme je le disais tout à l'heure, avec Picasso, ils font en fait le cubisme. Et là, on voit que maintenant, l'artiste est en train de tout remettre en cause. Comme Gustave Doré, qui a fait ce paysage de montagne, il prend un format portrait pour en faire un paysage. Et effectivement, maintenant, il va de plus en plus vite. Le pinceau, en fait, est très rapide. Et effectivement, les éléments qu'il voit face à lui commencent à prendre en fait, des formes géométriques. Et c'est tout le cubisme qui commence à apparaître. Donc finalement, pour conclure, le paysage a toujours fasciné les artistes. Dans un premier temps, l'artiste est là pour témoigner des choses qu'il pouvait voir. Et progressivement, il a juste créé cette fenêtre ouverte sur le monde pour permettre aux gens de s'évader, comme nous on pourrait s'évader aujourd'hui dans un livre, dans un film, etc. Mais au XVIe siècle, XVIIe siècle, il n'y avait pas ces éléments. Le seul moyen de s'évader, c'était évidemment dans la peinture. Et donc du coup, c'était vraiment cette fenêtre ouverte qui permettait l'évasion, cette vision un peu numérique, l'idée du rêve dans la peinture. Et progressivement, l'homme a commencé à vouloir dominer la nature par sa pensée, par aussi les éléments qu'il réalise. Et effectivement, il y a la sensation de la dominer. Et là encore aujourd'hui, malheureusement, malgré toutes les mises en garde, effectivement, il y a toujours encore aujourd'hui cette sensation. C'est comme ça que le paysage est devenu beaucoup plus sentimental. On a glissé des sentiments, et l'idée était de mettre en garde l'homme. Et finalement, quand on regarde les grandes révolutions qu'on voit dans la peinture, on a toujours regardé les éléments du paysage pour les mettre au service de ces révolutions, de la forme, de la couleur, ce qui a libéré la peinture et ce qui permet justement d'arriver à Kandinsky où il n'y aura plus de la couleur dans le tableau, mais là effectivement il y aura un autre problème, la Première Guerre mondiale, et après la Première Guerre mondiale, finalement ces recherches vont disparaître un peu parce qu'une autre question sera posée, à quoi nous servir l'art? Doit-il encore nous faire rêver, nous faire voyager, alors que l'homme se détruit lui-même? Je m'arrêterai là. Merci de votre attention.